Au cœur du Jura, le lac artificiel de Vouglan est devenu depuis sa création en 1968 un site touristique incontournable. Là, les amateurs de grands espaces peuvent s'adonner à leurs loisirs favoris sur les 35 km de cette retenue, verrouillée au sud par un barrage de plus de 100 mètres de haut et 420 mètres de large. À la mise en eau, il y a plus de 40 ans, c'est toute une vallée qui a été profondément modifiée. Aujourd'hui, cet écrin de verdure fait de forêt et d'eau, géré et protégé par l'homme, a une histoire particulière et cache encore bien des secrets. Pour les découvrir, nous serons guidés par François Bonneville. Il se passionne pour l'histoire de sa région d'origine et milite dans différentes associations locales. Laurent et Guillaume, pour leur part, sont chargés d'observer et de protéger la faune et la flore vivant sur les rives du lac. Avec eux, nous découvrirons notamment les orchidées aux frise-mouches et les arles-bièvres. Jean-Luc Mordefroy est archéologue. Spécialiste des monuments religieux, il étudie dans l'Europe entière, et cela depuis 30 ans, les chartreuses et leur fonctionnement. Il nous emmènera découvrir l'une des plus vieilles d'Europe, enfouie sous le lac de Vouglan par 50 mètres de fond. À la surface, nous rejoignons Didier et Jean-Paul sur le Fumzy, un voilier de 9 mètres. Les deux compères naviguent à la voile depuis 35 ans sur les eaux d'apparence calme du lac. D'apparence seulement. C'est vrai que le lac de Vouglan, il a une particularité, surtout pour celui qui ne connaît pas, quand on est dessus, c'est qu'on a l'impression que c'est un chapelet de petits lacs. C'est-à-dire qu'à chaque méandre, on croit que le lac s'arrête, puis en fait non, ça repart. L'avantage de naviguer ici, c'est quand il y a le vent du nord et puis le calme, bien sûr. Mais tu vois, on est toujours sur ce vent dominant, on monte au près, on redescend au portant ou alors au ski. Et alors, quand on est vraiment en plein été, quand la saison, la chaleur est bien installée, on a des vents thermiques. Alors là, ça s'inverse complètement puisque c'est un vent du sud. Et alors le thermique du sud, il va grandir avec la chaleur du soleil. C'est-à-dire que le matin, il n'y a pas grand-chose. Et puis il va forcer tout doucement à 1h, 2h, 3h l'après-midi. Il va monter pratiquement de force en même temps que les heures pour finir à forcer 5-6 sur les coups de 5-6 heures. Un petit coup de vent arrière. Regarde, on décolle tranquille, on va droit sur la rive. Voilà, une petite cascade là, tiens. On parle du vent du nord, on parle du vent du sud, mais il y a des fois, il y a le vent d'ouest aussi quand même. Et alors le vent d'ouest, il est très déroutant parce que comme on est sur un lac artificiel, le vent, il a plutôt tendance à rester sur le plateau quand il est vent d'ouest. Il ne descend pas jusqu'à la surface de l'eau. Donc c'est très technique, c'est très changeant, c'est très tourbillonnant. À tel point que nous, on a des amis bretons qui sont venus naviguer ici, ils ont été complètement perdus. Ils ne comprenaient plus rien. Voilà à quoi ressemblait la vallée de l'Ain en 1950. À cette époque d'après-guerre, où tout est à reconstruire, la demande en énergie est colossale. La France souhaite son autonomie énergétique. Les puissants barrages lui permettront de ne plus dépendre des fournisseurs de charbon. Vouglan deviendra la 3e retenue française avec 425 millions de mètres cubes d'eau. C'est un chantier colossal qui s'engage à partir de 1956 avec les premières études et qui va durer plus de 10 ans. En 1962, la vallée est totalement déboisée. La rivière l'Ain est canalisée et déviée de son lit pour permettre la mise en place du chantier. Là, de jour comme de nuit, c'est plus de 500 ouvriers qui se relayeront pendant 5 ans. Près du barrage, nous rejoignons François, accompagné de Claude Lanis, ancien agent EDF désormais à la retraite. Alors voilà donc le barrage de Vouglan auquel tu as participé à la construction. Oui, j'ai participé à la construction de A jusqu'à Z. Et tu es arrivé en 1961. Exactement. J'étais technicien à l'équipement et mon rôle c'était contrôleur travaux.
Et avant, tu avais participé à d'autres constructions de barrages? Oui, j'ai participé à celui du barrage de Tignes. Particularité du barrage de Vouglan, c'est un barrage voûte. Il y a une double voûte en fait. Une Double voûte. Dans ce sens-là, puis une voûte aussi verticale. Voilà. Le barrage de 103 mètres de haut a été implanté dans la partie la plus étroite de la vallée, là où la roche calcaire offre une grande résistance mécanique. Pour retenir la masse d'eau, la construction s'enfonce dans la pierre sur 15 mètres à l'horizontale et 25 mètres à la verticale. 545 000 mètres cubes de béton ont été nécessaires à la construction. Aujourd'hui, les 300 millions de kilowattheures produits chaque année alimentent un bassin de population de plus de 60 000 personnes. Comment est-ce que tu as vécu le fait de vivre sur un si gros chantier? Parce qu'à un moment donné, il y avait jusqu'à 500 personnes qui travaillaient au barrage. Eh bien, mon impression, c'est que vivre ici dans un chantier pareil, il y avait de l'animation quand même. Et les gens étaient un petit peu spécialisés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui fabriquaient le béton, il y avait d'autres qui le coulaient. C'est ça, il y avait les monteurs pour l'usine et puis les bétonniers pour ceux qui faisaient les plots. Hein. Parce que c'est comme un grand jeu de mécano en fait, c'est des gros plots qu'ils ont assemblés les uns à côté des autres. Voilà. Alors, au cours d'une visite, il y a des gens qui demandaient mais pourquoi on fait un barrage par plot? C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un mur d'un seul coup. On le fait par plot. Tous les barrages sont faits comme ça. Et comment est-ce qu'on peut garantir l'étanchéité entre des plots? L'étanchéité, alors là, elle est réalisée entre plots par des joints water stop, c'est-à-dire des joints caoutchouc, alors c'est immense, c'est gros, et une plaque de cuivre. Et donc tous les gens qui travaillaient sur le barrage, en fait, ils habitaient pour certains à Orgelet, pour les gens d'EDF, et les autres, ils avaient construit une cité ouvrière juste à côté, en aval. Il y avait une cité ouvrière, c'était tous ceux des agents de l'entreprise industrielle. Et par contre, les agents EDF étaient logés à Orgelet et une partie aussi à Cerlan. Tu as épousé une Orgeletaine? Ah ben moi j'ai épousé, oui, une Orgeletaine, j'avais 30 ans. Maintenant j'en ai 80, alors bon, effectivement, c'est vrai. Il a fallu 2 ans pour que le lac atteigne son niveau optimal permettant la production d'énergie. Ce sont plus de 1600 hectares de terre, un village et plusieurs hameaux qui ont disparu sous les eaux. Sur le lac, François est en compagnie de Jean-Luc Mordefroy qui va nous plonger dans l'histoire de cette vallée à la découverte des populations qui y vivaient. On est là sur le lac de Vouglan, à peu près au milieu du lac en termes de distance par rapport au barrage. Donc à 100 mètres à peu près au-dessus du lit originel de l'Ain. Il y avait en fait très peu d'habitations dans la vallée. Hein. Il y avait un village, une commune qui s'appelait le Bourget, un petit hameau, Bria, un autre hameau qui s'appelait Belsin. Et un habitat dispersé. Je pense que c'est une population relativement pauvre si l'on la compare aux populations agricoles et artisanales des rives. Donc les gens du Bourget, début des années 60, quand l'enquête publique a été faite pour savoir que le barrage allait se faire, ils ont compris qu'ils allaient être expropriés. Alors certains n'y ont pas cru. Ce sont des familles très ancrées dans la vallée, au moins depuis le milieu du XVIIe siècle. Donc ces biens se sont transmis de génération en génération. Donc on peut comprendre aussi cet attachement très fort à ce patrimoine, même s'il s'agissait d'un patrimoine plutôt pauvre. La valeur affective pour certains, c'était quand même devoir détruire leur maison, parce que le village a complètement été rasé. Il ne reste absolument rien. Ça m'a même servi d'exercice militaire à la fin, où les militaires ont même mis un char dans les rues du Bourget, dans le hameau de Bria, pour s'entraîner. Donc vraiment, au fond de la vallée, il ne reste plus rien. Durant la montée des eaux, les personnes expropriées venaient le dimanche sur les rives du lac afin d'immortaliser par la photo leur ancien lieu de vie.
François et Jean-Luc rejoignent les bouées qui indiquent l'emplacement du plus grand édifice ennoyé sous 50 mètres d'eau. La Chartreuse de Vaucluse. C'est l'une des chartreuses les plus anciennes d'Europe, qui a été fondée vers 1139. Les Chartreux qui avaient fait vœu de silence et de labeur ont permis au monastère de rayonner durant 7 siècles. Il sera acheté par un propriétaire privé à la Révolution française et en partie détruit. Ce lieu unique dans la vallée était très connu des Jurassiens. En fait, ça servait de lieu de balade dominicale de la plupart des habitants de la région. Oui, c'était un lieu d'excursion. Tous les Jurassiens connaissaient ce monument absolument fabuleux et venaient s'y promener le week-end. Je connaissais Vaucluse à travers des chartes, des documents d'archives, l'iconographie, les plans anciens ou des clichés beaucoup plus récents. Mais ma première rencontre réelle avec la Chartreuse remonte à une quinzaine d'années, lorsque on a tenté de dresser un état des lieux du bâtiment une trentaine d'années après son ennoyage. La première image que j'ai et qui me vient à l'esprit, la première image, c'est un plongeur traversant l'oculus de l'église médiévale de la Chartreuse. On était là pour dresser un état des lieux du monument et dans les consignes que j'avais données, c'était de vérifier si des pierres qui semblaient prêtes à tomber en 1967-68 au moment de l'ennoyage ou si des arbustes qui poussaient dans les maçonneries étaient encore en place. Et on peut, 30 ans après, calquer ces images sur celles de 67-68. Rien n'a bougé. Ans se sont passés, mais en même temps on a l'impression que la Chartreuse a été ennoyée hier. Ça a été franchement un véritable choc. Un télescopage entre la documentation que je maîtrisais à peu près depuis déjà un certain nombre d'années et puis là, une réalité. Une plongée sur la Chartreuse demande des compétences particulières et comporte de nombreux risques, car les bâtiments sont situés entre 45 mètres et 90 mètres de la surface. La visibilité y est réduite du fait des particules en suspension et l'eau est à 5 degrés. Malgré ces contraintes, ce site étonnant est devenu une destination prisée des plongeurs qui viennent de la France entière pour évoluer au cœur des bâtiments dans ce lieu chargé d'histoire. De retour sur la terre ferme, François nous guide vers un autre lieu historique, le pont de la Pile. Cette vallée de l'Ain a toujours été un lieu de passage important entre Genève et Dijon. De tout temps, les hommes ont essayé d'aménager ici le lit de la rivière pour favoriser la circulation et les échanges. Au fond de la vallée, les ponts subissaient les crues violentes de l'Ain et la plupart cédaient sous la puissance de l'eau. Cette route était l'ancienne route qui permettait de franchir la rivière. Il faut imaginer que derrière cette route, eh bien, il y a 50 mètres d'eau qui ont recouvert l'ancien pont. La route dévalait au fond de la vallée par un système de lacets et ressortait tout au fond vers le port pour remonter vers une cluse, la cluse de la Pile. Il y a eu 7 ponts successifs qui ont été construits, reconstruits. Par exemple, le pont mis en service en 1811. En 1814, à la fin de la campagne de France, quand Napoléon était un petit peu à la débâcle, il y a une armée autrichienne qui a franchi la frontière suisse, qui est arrivée ici. Elle préfet a décidé de mettre le feu au pont. Donc on a même mis parfois, c'est pas les éléments qui ont détruit le pont, c'est parfois les décisions militaires qui ont arrêté le pont. Le 7e pont de la vallée de l'Ain fut construit au début du XXe siècle. Cette fois, il est fait de métal. Pourtant, il est fragile. Il n'y a qu'une voie et la vitesse est limitée à 10 km/h. Ce pont finira brisé en deux au fond de la vallée, au pied de son remplaçant flambant neuf, fait de béton précontraint. Autre époque, autres matériaux. Celui-ci mesure 350 mètres de long et surplombe les eaux du lac de plus de 40 mètres.
Le lac de Vouglan est donc un site aux multiples facettes. Depuis quelques années, une nouvelle activité s'y développe, la pêche sportive. Les profondeurs du lac abritent le mystérieux silure. C'est le plus gros carnassier d'eau douce. Pour Pierre et Fabien, la pêche sur Vouglan est plus qu'un loisir. C'est un choix de vie. Dès que j'ai eu 12 ans, je passais toutes mes vacances sur le lac de Vouglan tout seul. Avec mon cousin, on partait une semaine ou 15 jours faire le tour du lac avec une petite barque en survie. C'était vraiment super sympathique. Alors premier silure, je l'ai pris en 1998. J'avais déjà pris un poisson d'1 mètre, 1,70 m là. Et là, ça fait vraiment 4-5 ans qu'il y a vraiment une très très belle population et ça devient vraiment intéressant de le pêcher avec des gros spécimens. L'année dernière, on a vu des poissons de 2,50 m. Maintenant, on commence à prendre beaucoup de poissons entre 1,60 m et 2 mètres, quoi. Donc c'est vraiment sympa sur du petit matériel comme ça. C'est un pur moment de plaisir, quoi. Donc là, en fait, je clonque pour faire des vibrations dans l'eau, pour faire monter les silures. Et à l'aide du sondeur, je vais présenter mon appât à leur hauteur, en espérant qu'ils prennent la petite grappe de vers de terre. C'est le son qui va faire monter les silures. Voilà. On voit bien le poisson à 10 mètres, là, le gros qui monte. Là. Vas-y. Il monte ou il descend, le poisson? En fait, là, il y a quelques beaux poissons là, qui montent. La pêche a complètement changé. Les cannes sont maintenant en nanoparticules. C'est tout juste s'il n'y a pas une appellation contrôlée sur les vers de terre. Les e-points pour nous tenir en place, les éco-sondeurs avec écran couleur et température de l'eau révolutionnent la pêche. Mais ce lac est très très difficile et tous ces éléments sont indispensables pour assurer une bonne pêche. Ici, le bateau est le meilleur moyen pour s'approcher au plus près des fosses où vit le silure. Après avoir tenté leur chance sur plusieurs sites sans succès, Pierre et Fabien se rapprochent du pont de la Pile où les eaux sont moins profondes. Ah, il y a un petit là qui monte. Aïe! Oh, c'est un bébé. C'est un tout petit poisson. Hop. Un tout petit silure de Vouglan. C'est vraiment un bébé. Aujourd'hui, pour nos deux compères, le sport n'était pas au rendez-vous. C'est ainsi à Vouglan. Mais demain, ils reviendront. Pour qu'ils puissent aller grandir et nous faire un joli poisson de 2 mètres. Allez mon coco. Hop là. Sur la rive ouest du lac, nous rejoignons Guillaume et Laurent. Ils sont tous deux animateurs nature. Ce secteur de Vouglan est protégé par un contrat Natura 2000 qui est l'un des plus vastes de France. Ce site est identifié pour la rareté, la fragilité des espèces sauvages et de leurs habitats. Guillaume est ornithologue, Laurent est spécialiste de la flore. On est vraiment à la jonction entre des milieux méditerranéens qu'on retrouve en Rhône-Alpes et puis des milieux un peu plus pluvieux, froids du nord. Donc on a des espèces qui se retrouvent vraiment que ici, soit autour du lac de Vouglan et même plus généralement en petite montagne ou dans le Haut-Jura. L'Ophrys mouche, c'est une orchidée qui ressemble à un insecte. Elle essaye d'imiter, comme l'Ophrys abeille, comme l'Ophrys bourdon, des insectes et ainsi diversifier ses sources de pollinisation. Quand on sait que c'est tout un mélange entre un champignon, des insectes, un milieu pour qu'une orchidée pousse, c'est vraiment important de ne pas les détruire et de les favoriser. Vouglan et toute la vallée de l'Ain est vraiment particulier pour les oiseaux. Il y a l'alternance entre l'eau et les pelouses calcaires, ce qui donne une biodiversité qui est assez exceptionnelle à l'échelle même de l'Est de la France, qui va permettre de voir beaucoup d'espèces d'oiseaux. Il y a des espèces qu'on trouve par ici presque que autour du lac et dans la vallée de l'Ain. Guillaume a pu observer de nombreux oiseaux spécifiques de cette vallée. Le milan noir, le faucon pèlerin, l'alouette Lulu
le harle-bièvre, la pie-grièche et bien d'autres. Guillaume et Laurent collaborent souvent et quand ils ne sont pas sur le terrain, ils font un travail de médiation auprès des différents usagers du lac. Le but de mon travail, c'est de mettre tout le monde autour de la table, que ce soit les chasseurs, les agriculteurs, les pêcheurs, les élus, ainsi que les associations militantes, les naturalistes bénévoles, etc. Et que tout ça s'accorde ensemble pour qu'il y ait une prise en compte plus importante de la biodiversité dans les usages locaux. Mais c'est aussi de favoriser aussi un développement économique, social, culturel en lien avec l'environnement. Alors Guillaume, ça va? Ouais, bah écoute, il y avait quelques mille ans, le Arles. Et toi, t'as vu quoi? Bah écoute, l'Ophrys-mouche là, ça y est, ouais. Ah bien, super. Presque une dizaine de pieds, quoi. Bon. Donc c'est cool. Eh ben nickel. Ouais. Donc le printemps est bien là, c'est bien arrivé là. Ah bah oui, ils ont été vraiment en pleine floraison, quoi. Dans cet immense territoire sauvage, on peut, non sans patience, observer une autre espèce emblématique de la région, le lynx. Claude et Loïc se passionnent pour cet animal mystérieux. Cet endroit est-il propice à l'observation du lynx? Alors oui, là, autour du lac de Vouglan, on est vraiment dans ces milieux de prédilection. Donc on a été amené à l'observer assez régulièrement. Bon, non pas parce qu'il y en a plus qu'ailleurs, mais parce qu'il a été un petit peu étudié ici. Donc il y a eu un apport de connaissances grâce à une étude dans les années 90 qui a consisté à capturer des lynx dans leur milieu. Donc autour du lac, il y a eu quelques lynx équipés de colliers émetteurs. Et grâce à ces colliers, ils ont pu être suivis, ce qui a permis de mieux connaître leur territoire et leur comportement. Donc il ne faut pas s'imaginer que là, il y a plusieurs lynx. Il y a éventuellement 1-2 lynx qui se baladent et qui y passent une vingtaine de fois dans l'année. Le lac est assez intéressant parce qu'il reflète à peu près dans sa longueur la taille du territoire d'un seul individu, environ 30 km sur 10. Quoi. D'après les colliers émetteurs, ce qu'on a vu à l'époque, c'est que ce lynx traversait régulièrement le lac, y compris à la nage. Et donc un des buts, ça a été de réussir à le filmer justement en train de nager. Donc ça a été possible en aval du barrage, après pas mal d'affûts. Le lynx est un grand voyageur. Il a été réintroduit en Suisse, à 60 km d'ici, en 1972. Il aurait passé clandestinement la frontière 5 ans plus tard. Il est arrivé au bord du lac de Vouglan dans les années 80. Finalement, c'est assez rare d'en trouver, mais chaque fois qu'on en trouve, c'est un indice intéressant pour après essayer d'observer. Disons, moi, ce qui m'intéresse, c'est des fois la fraîcheur de la trace. Et d'après la fraîcheur de la trace, si je reviens le lendemain, là, je me suis sûr qu'il est dans le secteur et je tente l'affût. Souvent, je me suis trouvé dans des situations, en attendant des heures d'affût, le lynx arrivait le soir devant moi à quelques mètres. Il faut y croire et puis vivre un peu comme si on était le lynx qui cherche sa proie et qui éventuellement parcourt son territoire. Mon souci premier, c'est de maîtriser la lumière, la technique, et que l'image soit bonne. Et l'émotion viendra après. Quand on aura eu ce regard face à face avec cet animal, l'émotion viendra après. Ce qui procure vraiment, pour moi en tout cas, beaucoup d'émotions, c'est quand il y a une vraie démarche, un but que je me suis fixé. Par exemple, c'était le filmer en train de capturer un chevreuil. Et donc là, il y a toute une stratégie qui relève presque parfois du protocole d'études scientifiques. Et après, au bout d'un réel travail de longue haleine, quand l'objectif est atteint, obtenir le film du comportement voulu. J'ai jamais gagné d'étape du Tour de France, mais l'émotion doit être de ce niveau-là, sauf que ça vous rend solitaire, quoi. Le lac et ses rives sont donc des sites de pleine nature. Ici, il n'y a que peu de lieux aménagés pour les loisirs, seulement 3 plages et 3 ports. À la Mercantine, port dédié uniquement à la plaisance, nous retrouvons François en compagnie de nos 2 marins, Jean-Paul et Didier. Le but de la balade d'aujourd'hui, un dépaysement total. La rive là, et puis on peut y passer la nuit, on est bercé par le bruit de la cascade, c'est magnifique.
Le petit plaisir de nos 3 compagnons est de partager des spécialités jurassiennes, à consommer avec modération, dans un univers digne des Caraïbes. Petite sirène, librement inspirée de l'œuvre d'Andersen, métamorphose